Pour le méthane, le passé lointain nous offre aussi une base de comparaison qui permet d'affirmer sans trop se tromper que nous sommes bien en cause dans l'élévation récente. En effet, le premier graphique de la page montre que le méthane est actuellement à 1700 parties par milliard, après avoir oscillé entre 350 et 700 parties par milliard sur les 650 000 dernières années qui viennent de s'écouler. Voici la courbe pourpre et bleue du haut, l'évolution du méthane atmosphérique en parties par milliard déduit d'analyse des bulles d'air dans les carottes prélevées en Antarctique. Dôme C en pourpre, Vostok en bleu. La concentration atmosphérique naturelle a oscillé entre 400 et 700 ppm sur les 700 000 dernières années. La courbe rouge au milieu concerne la concentration en protoxyde d'azote qui n'a jamais dépassé 280 ppmv avant l'ère industrielle. Enfin, la courbe du bas, en noir, donne la teneur de glace en deutérium, c'est-à-dire de l'hydrogène avec un proton et un neutron, qui est un marqueur de la température planétaire. Enfin, que l'augmentation nous soit imputable est de toute façon évidente pour les gaz industriels, qui n'étaient pas présents naturellement dans l'atmosphère. On parle des halocarbures et dont les concentrations augmentent également de manière exponentielle. Voir le graphique ci-dessous pour certains d'entre eux. Les halocarbures comportent plusieurs dizaines de représentants dont les noms sont des sigles assez barbares et peu parlants pour le profane. Voici un halocarbure de HCFC 22, en partie par trillion. Une partie par trillion, c'est 0,000000001%. Sur ce graphique, on voit deux halocarbures, HCFC 141b et HCFC 141b en partie par trillion. Ensuite, l'hexafluorure de soufre, en partie par trillion toujours. Par contre, il y a déjà eu des concentrations fortes de CO2 dans l'atmosphère si l'on remonte très loin dans le temps, et donc des températures moyennes un peu supérieures, mais qui n'ont probablement jamais dépassé les températures actuelles de plus de 5 à 10 degrés. Rappelons que l'évolution que nous avons mise en route pourrait amener une élévation de la température de plus de 10 degrés en quelques siècles, car l'activité solaire, c'est-à-dire l'énergie rayonnée par le soleil, était alors bien plus faible, et de toute façon, nous n'étions pas nés à ce moment-là. Voici sur ce graphique les concentrations de CO2 au cours des âges géologiques récents. RCO2 est le rapport entre la concentration actuelle, en fait 300 ppm, soit 0,03%, et celle existante dans le passé. Par exemple, R5 signifie que la concentration était alors de 5 fois 300, soit de 1500 ppm, ou encore que le CO2 occupait 0,15% de l'atmosphère. On constate que la tendance de fond de l'ère quaternaire, débutant il y a 4 millions d'années, et même de l'ère tertiaire, débutant il y a 70 millions d'années, et pendant lesquelles les mammifères se sont développés, était plutôt à la baisse. Est-ce qu'on peut dire qu'un changement de climat, c'est juste un changement de moyenne? Si l'on se fie au dictionnaire, ce qui est une excellente référence, les éléments du climat sont constitués de l'insolation, c'est-à-dire de la quantité d'énergie solaire reçue, la température, les précipitations et l'humidité de l'air dans les couches voisines du sol, le vent, la pression atmosphérique, et accessoirement le champ électrique de l'atmosphère, l'ionisation de l'air et sa composition chimique. Par ailleurs, ce qui définit un climat est tout à la fois les limites dans lesquelles peuvent évoluer les valeurs instantanées pour les diverses composantes mentionnées ci-dessus, mais aussi la moyenne annuelle de chacune de ces valeurs, les sous-moyennes saisonnières et encore la variabilité. Ce dernier terme désigne la fréquence et l'amplitude avec lesquelles les valeurs s'écartent de la moyenne. Une valeur est dite très variable si elle s'écarte très fréquemment et ou de manière très importante de la valeur moyenne. Les deux courbes, verte et bleue ci-dessus, ont la même moyenne, en rouge sur ce graphique, mais la fonction verte beaucoup plus variable que la fonction bleue. Elle s'éloigne plus fréquemment et ou de manière plus importante de la moyenne. Ainsi, une augmentation de la variabilité, même à moyenne constante, peut être source d'ennui. Si elle concerne les précipitations, cela signifie une moins grande régularité de ces dernières et donc un accroissement des sécheresses et des inondations. Si elle concerne la température, cela peut signifier un accroissement des vagues de froid ou de chaleur. Et si elle concerne le vent, cela signifie un accroissement des épisodes ventés extrêmes. Compte tenu du fait qu'un climat est défini par de nombreuses variables, un changement climatique ne peut donc pas être réduit a priori à un simple changement de la température moyenne. Il comprendra très probablement aussi une modification de la valeur moyenne ou de la variabilité des précipitations, des vents, de l'humidité moyenne du sol. Sur quoi avons-nous de la visibilité? Il y a aujourd'hui un consensus de la communauté scientifique pour considérer que d'augmenter significativement la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère engendrera un changement climatique dont deux conséquences font aujourd'hui également consensus. La température moyenne de l'atmosphère au niveau du sol augmentera,
La seule question qui se pose est de savoir de combien. Et comme la réponse dépend de nos émissions futures, cela restera un débat pendant longtemps. Et enfin, le niveau des océans va monter. Il y a donc une bonne raison à ce que l'attention se focalise le plus souvent sur ces deux conséquences d'un changement climatique. Et elles sont les plus certaines. Mais cela ne signifie pas que des autres paramètres ne vont pas aussi subir de modifications. Et surtout, une chose est essentielle, il ne faut pas confondre l'ignorance avec une garantie sur les absences de risque. On ne sait pas ne signifie pas on ne risque rien. Moyenne et variabilité. Enfin, lorsqu'on évoque une modification d'un facteur donné, se focaliser sur une moyenne n'est pas suffisant. En particulier, pour savoir si l'avenir est susceptible de nous réserver de mauvaises surprises, avoir une idée de l'évolution de la variabilité est essentiel. Une illustration est donnée ci-dessous dans le cas particulier de la survenance à l'avenir d'extrêmes de température. Les deux courbes ci-dessous représentent la distribution des températures annuelles dans le climat actuel, à gauche en gris, et pour le climat futur, à droite en noir. Sur ce genre de graphique, c'est l'aplatissement de la courbe qui illustre la variabilité. Quand la cloche est plate, cela signifie que la probabilité que la température soit très loin de la moyenne augmente, et donc que la variabilité augmente. Il n'y a pas d'échelle ni verticale ni horizontale, ce qui est volontaire. La largeur et la longueur de la courbe dépendent de manière cruciale du type de climat. Ce graphique ci-dessus illustre l'effet sur les extrêmes de froid et de chaud d'une élévation de la température moyenne qui va se passer à l'avenir, sans toucher à la variabilité. Le nombre de jours très froids diminue, le nombre de jours chauds augmente, et il apparaît des jours très chauds, inconnus auparavant. Le graphique ci-dessus illustre l'effet sur les extrêmes de froid et de chaud d'une seule augmentation de la variabilité sans toucher à la moyenne. Cela ne correspond pas à l'évolution en cours puisque la température moyenne augmente, mais c'est pour illustrer l'effet séparé d'une simple augmentation de la variabilité. Cela conduit à une augmentation du nombre de jours très froids comme de jours très chauds. Sur ce graphique, on voit l'effet combiné d'une augmentation de la moyenne et d'une augmentation de la variabilité. Cela conduit à une diminution, mais non à une disparition, du nombre de jours très froids et à une très forte augmentation du nombre de jours très chauds, ainsi que l'apparition d'extrêmes de chaleur inconnus avant. Or, si l'évolution possible des moyennes a fait l'objet de nombreuses études, il n'y a pas eu de travaux comparatifs aussi poussés sur la variabilité possible du climat futur. En d'autres termes, les scientifiques n'ont pas eu le temps ou les moyens jusqu'à maintenant de comparer attentivement ce que les divers modèles de climat indiquent en ce qui concerne la variabilité du climat futur. Outre le fait que les limitations de modèles sur ce genre d'exercice sont beaucoup plus fortes que sur les évolutions des moyennes. De ce fait, les conclusions des rapports du GIEC dans ce domaine restent très prudentes, comme c'est par ailleurs le cas sur les phénomènes extrêmes, tels les ouragans, les tempêtes, les inondations, etc., et sont probablement destinés à le rester jusqu'à ce que d'éventuelles mauvaises surprises arrivent, même si des indices disponibles laissent plutôt entrevoir une hausse de cette variabilité sur un climat en train de se modifier rapidement.